Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Info ou Intox. Alors aujourd'hui, je ne vais pas aborder un sujet spécifique parce que ça fait depuis un petit paquet de temps maintenant que j'ai pas fait de vidéo parce que l'actualité est allée très très vite. Donc rapidement, de toute façon, vous avez une multitude d'informations sur ce blog. Évidemment, le Brexit a beaucoup occupé l'actualité. J'insiste juste sur un petit côté assez intéressant, c'est de se rendre compte qu'aux États-Unis, le Brexit a été en effet couvert, surtout le jour suivant le résultat. Vous avez des chaînes comme CNN, Fox News, qui sont des chaînes conservatrices, qui présentaient la chose un peu comme un désastre, comme une catastrophe, et pour cause, puisque la Grande-Bretagne reste quand même on va dire le bras armé de Washington dans l'Union européenne. Donc du coup, Washington perd un outil d'influence sur l'Union européenne, et non des moindres. Mais très sincèrement, les Américains, même ceux qui s'intéressent un petit peu à l'actualité, ceux qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe ailleurs, très sincèrement, ils s'en foutent royalement. C'est-à-dire que, oui, on s'est amusé, moi je me suis amusé un petit peu à poser la question, alors, Brexit pour ou contre. Ils ne font que suivre, évidemment, l'information ambiante qu'on leur a donnée, que l'Union européenne c'est sacré, qu'à la limite, il faut c'est pas possible qu'un pays membre de l'Union européenne puisse quitter l'Union européenne. C'est un peu comme si demain on disait, tiens, il y a des États qui vont faire un référendum pour éventuellement quitter l'Union. Hein, l'Union des États-Unis, les États-Unis c'est quand même 50 États. Et donc d'ailleurs ça réveille un petit peu un certain mythe ici aux États-Unis concernant le Texas, parce qu'il faut savoir que le Texas a récemment acheté pas mal d'or pour fondre, pour reformer comment on appelle ça, sa réserve d'or physique. Alors quand un État des États-Unis décide d'acheter de l'or pour renforcer son stock d'or, c'est pas par hasard. Donc voilà, il y a cette petite légende qui est en train de planer sur les États-Unis, comme quoi le Texas se préparerait à quitter tout simplement l'Union. Donc évidemment, il est évident que pour les médias américains, pour l'establishment, il est hors de question de comprendre, hors de question d'analyser de façon objective le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Mais voilà, ça a duré 2-3 jours, sur les places boursières évidemment, ça s'est tassé rapidement. Donc finalement aujourd'hui, plus personne n'en parle et tout le monde s'en fout. Ce qui n'est pas la même chose en Europe évidemment et surtout en France, puisque vous avez certainement pu voir par vous-même et entendre majoritairement des médias qui vous ont présenté les choses comme étant la catastrophe, le désastre, le tsunami. On a même été jusqu'à dire que, regardez, les places boursières sont en train de s'effondrer, la livre sterling s'effondre, c'est une catastrophe. Pour finalement faire comprendre que ceux qui ont voté contre l'Union européenne, donc pour le Brexit, finalement sont des idiots, sont des imbéciles, c'est de la populace, c'est du gueux. Voilà. C'est-à-dire que là, on en est arrivé à ce point-là. C'est-à-dire qu'on avait des discours qui n'étaient pas ouvertement dits de cette façon-là, mais on sentait bien qu'on voulait faire passer la populace comme étant responsable de ce désastre. Alors que finalement, n'importe quel bon économiste et responsable lui aussi peut vous dire que de toute façon, il n'y a pas véritablement eu de chute. Tout simplement parce que si on constate aujourd'hui les tendances et les volatilités qu'il y a actuellement sur les marchés, on constate que c'est exactement les mêmes qu'il y avait il y a peut-être 15 jours avant le Brexit. C'est-à-dire que 15 jours avant le Brexit, il y a eu de la spéculation. De la spéculation, évidemment, sur le Brexit ou contre le Brexit. Sauf que le Brexit est passé, donc, évidemment, ceux qui ont spéculé sur le non-Brexit, finalement, ont perdu de l'argent, ce qui est normal, c'est un pari. Hein, c'est comme le pari. Si vous pariez 1000 $ sur que le vote contre le Brexit et puis que finalement c'est pour, vous perdez 1000 $. Et bien sur les marchés, ça a été exactement pareil. D'où la chute de certaines valeurs, d'où la chute du Dow Jones, d'où la chute du CAC 40, etc. Parce que tout simplement, le Brexit engendre ce qu'on appelle un réajustement. Donc ce n'est pas une chute
proprement dit, c'est juste un réajustement. Et la livre sterling, qui a chuté elle aussi, mais ça c'est normal, tout simplement parce que dans la guerre monétaire qu'il y a actuellement à travers le monde, la livre sterling était soutenue artificiellement dans sa valeur, c'est-à-dire que sa valeur était surévaluée. Et donc là, évidemment, elle a perdu considérablement par rapport à la surévaluation de sa valeur, donc ce qui fait que aujourd'hui, la livre sterling, évidemment, a perdu en valeur. Mais finalement, il n'y a pas eu de désastre. Il n'y a pas eu de désastre puisque, en l'espace de quelques jours, dès le mardi suivant, les marchés ont repris ont repris évidemment du tonus. Et on a retrouvé exactement les mêmes volatilités qu'il y avait avant. Donc finalement, le Brexit, je ne dis pas que le Brexit n'a pas de conséquences. Il va y avoir des conséquences évidemment économiques, mais pour l'instant, on attend toujours que l'article 50 soit saisi par l'autorité britannique. Et puis, ce qui est marrant, c'est évidemment, on voit aussi des espoirs de gens. Alors, on a vu les médias français qui se sont jetés sur une pétition qui atteignait 400, 600, 800, 1 million de signatures pour finalement se rendre compte que cette pétition était complètement bidon parce que même des gens d'Australie, Nouvelle-Zélande, d'Afrique ont signé la pétition alors que cette pétition était normalement à faire pour des citoyens britanniques. Vous avez même actuellement un cabinet d'avocats qui est en train de faire pression pour dire qu'il ne peut pas y avoir de Brexit tant que l'article 50 n'a pas été saisi. Alors pour l'instant, selon eux, c'est le Parlement britannique, par la voix du Premier ministre, qui doit saisir l'article 50. Alors pour l'instant, il n'a toujours pas été saisi. Mais il n'a pas toujours été saisi, tout simplement parce qu'avant de saisir l'article 50, il faut négocier les conditions du retrait, tout simplement parce que la Constitution européenne prévoit évidemment que chaque pays est tout à fait libre de sortir de l'Union européenne, sauf que derrière, on n'a rien prévu en matière de protocole, en matière de procédure, en matière de conditions. Donc il faut tout renégocier, il faut tout négocier, surtout évidemment avec la Grande-Bretagne qui avait son statut un petit peu particulier, parce que la Grande-Bretagne c'est quand même un pays qui a bénéficié de certaines subventions, et d'ailleurs je tiens juste à préciser et à rappeler une chose, c'est qu'on focalise énormément sur l'Écosse et l'Irlande du Nord comme ayant voté majoritairement contre le Brexit. Sauf que, je vous invite à regarder la population en comparatif de l'Écosse, de l'Irlande du Nord, en comparatif avec l'Angleterre et le Pays de Galles, et vous allez vous rendre compte que finalement, ça n'a pas énormément de poids finalement. Et puis tout simplement parce que c'est quand même deux régions de la Grande-Bretagne qui avaient bénéficié de pas mal de subventions de l'Union européenne. Pour juste vous donner un exemple très flagrant, vous connaissez certainement tous la fameuse série Game of Thrones, cette fameuse célèbre série américaine. Il faut savoir que les tournages de cette série se passent essentiellement en Irlande du Nord. Or, l'Irlande du Nord est attractive pour cette production, tout simplement parce qu'elle peut faire bénéficier à cette production de tarifs préférentiels. Des tarifs préférentiels qui sont compensés par quoi ? Tout simplement par des subventions européennes pour l'aide à la production cinématographique et télévisuelle. Or, l'Irlande du Nord, faisant partie de la Grande-Bretagne a décidé son Brexit, tout simplement ne pourra plus bénéficier de ces subventions. Et par conséquent, la production américaine risque éventuellement de faire un appel d'offres pour d'autres pays, comme par exemple la Nouvelle-Zélande, pour tout simplement pour tourner la prochaine saison de cette série. Et finalement, l'Irlande du Nord va perdre évidemment économiquement beaucoup d'intérêt. Donc voilà, c'est un exemple comme quoi finalement l'argument de l'économie est complètement faussé parce que l'économie était soutenue par des subventions, était soutenue par l'Europe. Or aujourd'hui, évidemment, la Grande-Bretagne ne bénéficiera plus de ces subventions puisqu'elle sort de l'Europe. Par contre, l'Europe, elle aussi, va perdre. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Grande-Bretagne, c'était aussi un des contributeurs qui payait sa participation tous les mois. Alors la participation, je ne me souviens plus du chiffre exactement de la participation de la Grande-Bretagne, mais annuellement, ça montait jusqu'à des milliards d'euros. Je crois me souvenir que c'était un petit peu moins de ce que la France paye actuellement. Donc évidemment, c'est une ressource en moins pour l'Union européenne. Donc il va falloir trouver une solution pour l'Union européenne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va se retourner vers qui ? Eh bien sur la Turquie. Sauf que la Turquie, ça pose un gros problème. Et pour la simple bonne raison, c'est que même si la Turquie venait à intégrer l'Union européenne, c'est en effet une manne économique supplémentaire, parce que non seulement ça va permettre à l'Union européenne de gagner
une participation mensuelle, mais ça va permettre aussi à l'Union européenne de gagner des points de PIB. Puisque là, nous perdons des points de PIB, puisque la Grande-Bretagne s'en va, mais donc il faut trouver un pays qui va permettre de gagner des points de PIB. Et évidemment, la Turquie est une économie qui a un potentiel non négligeable. Sauf qu'évidemment, ça pose le problème, et c'est d'ailleurs le problème qui se pose depuis des années sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, c'est un problème culturel et politique. Politique, premièrement, parce que Erdogan, qui est actuellement au pouvoir, est en train de jouer double jeu. Donc c'est un jeu qui n'est pas très clair. Je rappelle que suite au bombardement, suite à l'attaque d'un bombardier russe, si vous vous souvenez, il y avait eu presque un incident diplomatique, tout simplement parce que les Russes étaient sur le point de révéler, et ont révélé que les Turcs jouaient double jeu, parce que c'est par la Turquie que recevaient certaines compagnies pétrolières du pétrole acheté directement à Daesh, et en échange, la Turquie faisait le transit des armements qui étaient soi-disant destinés aux rebelles, mais qui finalement tombaient entre les mains de l'État islamique. Donc voilà, il y a un double jeu, et vu que la Russie, évidemment, a fait toutes ces révélations, la Turquie a monté un petit peu d'un cran. Et nous avons appris, il y a une semaine maintenant, que Erdogan présentait ses excuses à Poutine et était prêt à négocier des dédommagements pour les familles des victimes. Alors c'est assez étrange, parce que c'est en fait un retournement de veste complet que vient d'opérer Erdogan. Ce qui évidemment ne plaît pas aux Américains et ne plaît pas à l'Europe. Donc on essaie de comprendre qu'est-ce que cherche Erdogan. Eh bien Erdogan, tout simplement, cherche à essayer de faire une sorte de chantage, parce que les accords qu'il avait signés pour essayer d'éviter l'invasion de migrants sur l'Union européenne, finalement, n'arrivent pas à aboutir. Et bien là, il monte d'un cran. C'est-à-dire que là, il est en train d'essayer de nous faire croire que finalement, il va peut-être laisser tomber les Occidentaux et l'Union européenne pour peut-être se tourner plus vers la Russie. Ce qui, je le rassure, est un leurre. C'est un leurre. Parce que de toute façon, Erdogan n'est pas fou. Si jamais c'est véritablement ce qu'il a l'intention de faire, je ne lui donne pas la fin de l'année avant de se faire dégager par les Américains. Soit par une révolution, soit par des manifestations, soit par... voilà, toutes les méthodes sont tout à fait ouvertes, puisque d'ailleurs nous en avons eu un exemple très récemment avec le Brésil, où Dilma Rousseff a tout simplement été destituée son mandat présidentiel, soi-disant parce qu'elle avait des relations avec des personnes compromises dans une affaire de corruption, etc. Donc le processus démocratique et le processus parlementaire a fait son chemin, elle a été destituée, on a mis un pion à la place qui est évidemment, comme par hasard, très étroitement lié avec de très bonnes relations avec Washington. Et on vient d'apprendre récemment que finalement Dilma Rousseff est totalement lavée de tout soupçon. Donc finalement on l'a destituée pour rien. Mais on l'a destituée quand même parce qu'elle est anti-américaine, elle est anti-impérialisme américain, et c'est évidemment un des pays des BRICS, les fameux BRICS, que je rappelle, c'est le Brésil, la Chine, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud. Donc voilà, vous voyez, il y a des ramifications un petit peu à droite à gauche de ce Brexit. Là, c'est les vacances, il y a l'Euro 2016, il y a le Tour de France qui est en train de tourner, et puis il va arriver évidemment les Jeux Olympiques de Rio. Les Jeux Olympiques de Rio qui risquent d'être assez sympathiques, parce que il y a déjà quelques problèmes de sécurité avec les polices et les pompiers qui de Rio ne sont pas payés, tout simplement parce que la municipalité de Rio a eu les yeux plus gros que le ventre et est presque au bord de la faillite. Donc beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui ne sont quasiment plus payés. Donc ça pose un problème. Donc à suivre aussi, ça va être très intéressant, je pense. Et puis, voilà, oui, le 49.3, allez, un coup de 49.3, puisque la fameuse loi El Khomri est sortie du Sénat, renforcée, et doit repasser en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et Valls a tout de suite prévenu en disant, de toute façon, si ça passe pas, on utilise le 49.3 encore une nouvelle fois. Donc voilà, c'est tout à fait, là c'est tout à fait facile. Bon, il y a eu des manifs qui ont été organisés, apparemment il y a à peu près 50-65 000 personnes qui se sont déplacées. Donc, mais là voilà, on est début juillet, on est le 5 juillet,
Voilà, les vacances commencent, donc on va voir comment ça va se passer dans les semaines à venir. Mais bon, là, je pense que là, c'est bien parti pour que la loi soit adoptée. Et je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de salariés, peut-être d'entre vous, qui vont avoir de mauvaises surprises à la rentrée. Parce que comme je l'ai dit dans le blog, et comme je l'ai dit peut-être dans une autre vidéo, il faut savoir qu'il y a déjà des entreprises qui font les négociations annuelles. Vous savez, les négociations annuelles, ce sont les accords d'entreprise. Les accords d'entreprise qui sont le renforcement des accords de branche de votre secteur d'activité en tant que salarié. Et c'est des renégociations qui ont lieu tous les ans. C'est-à-dire qu'on renégocie certains aspects de la convention collective sur certains principes, certaines règles, etc. Et bien, il faut savoir qu'il y a certaines entreprises, certaines DRH, puisque c'est généralement les DRH qui font les négociations avec les partenaires sociaux, ont déjà mis sur la table des modifications au niveau des conventions collectives, au niveau des réglementations internes, au niveau des temps de travail, au niveau des souplesses, qu'ils ont mis sur la table. Alors que logiquement, la loi n'est pas encore votée, la loi n'est pas encore enregistrée au journal officiel, donc normalement ils ne sont pas censés faire ça, mais ils commencent évidemment, puisque avec les partenaires sociaux, ils font le jeu, c'est-à-dire qu'ils disent de toute façon cette loi va passer. Donc autant commencer déjà à se préparer et à anticiper la loi. Donc vous avez des partenaires sociaux qui sans doute comme la CGT refuseront, mais la CFDT, elle, dans certaines entreprises, accepteront très aisément. Et je sais de quoi je parle parce que je viens d'un secteur où on a très très rapidement arrondi les angles en matière de temps de travail, en matière de disponibilité, en matière de réorganisation du temps de travail hebdomadaire par exemple. Je viens d'une convention collective, par exemple, qui depuis très longtemps a estimé qu'il n'y a plus d'obligation de donner que 2 jours de repos. On peut donner qu'un seul jour de repos. Qu'on pouvait passer à 42 heures, parce que c'était un accord de branche qui avait été signé je ne me souviens plus en quelle année, je crois que c'était un accord qui était dépendant de la loi Aubry, donc ça doit un truc qui doit dater de 2002 ou 2003, donc qui permettait de faire passer les salariés à 42 heures, payer 35 heures, et le temps supplémentaire serait entré dans un temps de récupération. Sauf que le problème évidemment, vu que pour récupérer, ça veut dire que les gens vont prendre une journée, 2 journées, il y a des gens qui prennent une semaine, ils font un cumul, sauf que le problème c'est que ça fait depuis plusieurs années maintenant qu'ils ne peuvent plus prendre de cumul puisque c'est l'employeur qui décide. Ce n'est plus le salarié. Normalement, le salarié doit trouver un compromis avec l'employeur. C'est l'échange de bons procédés. C'est-à-dire que l'employé fait 42 heures 7 semaines par an, 7 heures supplémentaires qui ne sont pas payées. En échange, il a 7 heures de repos compensateur. Le repos compensateur, évidemment, le salarié, lui, va cumuler pour peut-être réussir à atteindre peut-être une semaine. Et il voudrait bien prendre une semaine de récupération. Sauf qu'évidemment, les entreprises aujourd'hui, et c'est pas spécialement celle où je travaillais avant, mais peut-être certainement beaucoup d'entreprises, et vous devez certainement vous reconnaître dans ce cas-là, c'est que vous avez des entreprises qui maintenant ont ordonné à ce que les salariés ne fassent que des récupérations ponctuelles. C'est-à-dire que si par exemple, suite à une baisse d'activité ou suite à un manque d'activité par rapport à un carnet de commandes plus allégé, etc., et bien tout d'un coup, on va aller voir 2-3 salariés, on va dire tiens, vous avez des heures à récupérer, au lieu de partir à 4 heures, vous allez partir à 3 heures. Voilà, c'est ponctuel. Sauf que le salarié, lui, ça ne l'intéresse pas. Il dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. Il dit ah oui, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Si, normalement, ils ont le choix. Alors, avec la loi El Khomri, ils n'ont plus le choix. C'est-à-dire que là, l'employeur, c'est lui qui décidera, c'est lui qui imposera aux salariés de récupérer leurs heures comme ça l'arrange. Et le salarié, qui voulait cumuler ses heures pour se prendre une petite 6e semaine, par exemple, ne pourra plus parce qu'on lui fera liquider ses heures. Pour la simple bonne raison, c'est que les employeurs ne veulent pas remplacer. Parce que déjà qu'on est quasiment dans toutes les entreprises en flux tendu, c'est-à-dire avec vraiment un strict minimum de salariés pour faire tourner une boutique, eh bien, quand il y a un salarié qui n'est pas là, forcément, il y a des procédures qui ne fonctionnent plus. Donc il faut remplacer, mais ça, on ne veut plus remplacer, parce qu'on veut pouvoir éventuellement dispatcher le reste du travail sur plusieurs personnes, mais de façon ponctuelle, et pas de façon étendue sur une semaine, par exemple. Donc vous voyez, la loi El Khomri, c'est vraiment une saloperie qui va, pour l'instant, pas changer grand-chose, mais je pense que d'ici l'année prochaine, disons, plus concrètement, d'ici, on va dire peut-être mai-juin 2017, puisque là, ça sera les accords de branche. Une fois que la loi sera passée au journal officiel, là, les accords de branche, les renégociations d'accords de branche et les négociations d'accords d'entreprise vont pouvoir mettre en application ce que la loi permet. Et bien là, je pense qu'à mon avis, il y en a certains qui vont peut-être regretter de ne pas avoir manifesté. Donc voilà, ça c'était pour cette loi El Khomri.
Sinon, quoi d'autre? Eh bien, c'est les vacances. J'espère que vous allez pouvoir prendre vos vacances, même si on sent bien qu'en France, vous êtes un petit peu, une partie de la France qui est un peu sous la flotte, on va dire. Mais je pense que oui, il va y avoir une rentrée sociale qui va être déterminante pour le reste des choses. D'autant plus qu'on va rentrer dans une période aussi en France intéressante, dans ce sens où ça va être le début de la campagne présidentielle, enfin une pré-campagne présidentielle, puisqu'il va y avoir des primaires. Tiens, d'ailleurs, je tiens juste à rappeler qu'on se foutait de la gueule des Américains, plus particulièrement du Parti républicain, lorsqu'ils avaient aligné, je crois, 12 candidats pour la primaire. Bien, il faut savoir que les Républicains en France ont battu leur record puisqu'ils sont 13 candidats, peut-être 14 si Nicolas Sarkozy se déclare. Donc voilà, ces fameux, ces 12, ces 13 candidats chez les Républicains, avec des gens, donc on ne sait même pas d'où ils sortent, vous voyez, c'est la preuve que tout le monde va vouloir aller au présidentiel parce que tout le monde sait que celui qui arrivera au second tour face à Marine Le Pen aura des chances d'être élu garanties si le vote barrage habituel fonctionne. Après, il y a peut-être une inversion de valeur qui risque de se provoquer, c'est qu'avec tout ce qu'on met dans la gueule des Français actuellement, et en plus avec le Brexit, avec ce que les médias ont dit sur le Brexit britannique, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se reconnaissent chez beaucoup de Britanniques qui ont voté pour le Brexit et qui finalement ont pris pour eux l'insulte qu'ont fait les médias à l'encontre de ces couches populaires, à l'encontre de ces couches ouvrières, à l'encontre de du bas de cette classe moyenne, de ces sans-dents, comme dirait François Hollande, et qui, à mon avis, se sont identifiés, et ça, ils se sont dit, voilà comment ce gouvernement nous considère, c'est-à-dire de la merde. On est des petits fascistes, on est des petits nazis pour eux, etc. On n'a pas de valeur, on n'a rien, donc voilà, je pense que malheureusement, ça c'est une grosse erreur tactique de la part des médias d'avoir joué sur ce tableau-là. Ça va certainement renforcer le Front National. Et donc, qui d'autre? Eh bien oui, aussi aux États-Unis, eh bien ça va être aussi l'élection au mois de novembre. Là, c'est pareil, les Américains vont se retrouver dans la situation de voter soit pour la peste ou le choléra. Alors il y a ceux qui se mettent un petit peu la tête dans le sable et qui se disent que bon, de toute façon c'est Hillary Clinton qui va gagner, ce qui d'ailleurs il y a de fortes chances qu'elle gagne, puisque là de toute façon on a encore la preuve de l'influence de l'establishment, de l'État profond, dans ce sens où le FBI vient d'annoncer qu'il n'y avait pas de raison à engager une procédure judiciaire contre Hillary Clinton au sujet de ses mails. Des mails d'ailleurs dont un millier de mails ont été de nouveau édités aujourd'hui sur Internet en libre accès, et dont certains mails démontrent bien l'esprit très va-t-en-guerre de la dame. Et puis il y en a d'autres qui ont un petit peu plus de recul et qui craignent en effet que peut-être il y a des chances que Donald Trump puisse éventuellement talonner. Parce que évidemment il y a certains sondages j'ai vu un sondage l'autre jour où ils annonçaient 67% pour Hillary Clinton et puis une vingtaine de pourcents pour Trump, sauf qu'il y a aux États-Unis, vous avez un site qui référence tous les sondages effectués aux États-Unis, et c'est marrant, ce sondage on ne le trouve pas. Puisque les derniers sondages montrent que Hillary Clinton serait plutôt dans la tranche des 52-53%, alors que Trump resterait dans la tranche des 43-47%. Mais voilà, les sondages sont ce qu'ils sont. La preuve, c'est que les sondages qui avaient été faits pour le Brexit à 90% ont été tous dans les choux. Et c'est ce qui fait un peu peur d'ailleurs certains Américains qui se disent que, vu le populisme qu'il y a aux États-Unis, vu le ras-le-bol, le sentiment de trahison, le sentiment de dégoût qu'il y a envers aujourd'hui Washington, même de la part de certains États. La preuve, c'est que j'ai parlé tout à l'heure du Texas. Le Texas est un des États les plus virulents et les plus contestataires à l'encontre de Washington. Donc voilà, c'est-à-dire que là où il y a encore un an on disait Trump c'est bon, c'est un guignol, il va se faire écraser, il n'ira pas jusqu'au bout, etc. Finalement il est allé jusqu'au bout. Il a quand même eu un pourcentage de soutien de la part de l'électorat républicain et même étonnamment d'une partie de l'électorat démocrate qui déteste considérablement Hillary Clinton et qui certainement va voter Trump
en contestation contre le fait que les démocrates ont aligné Hillary Clinton. Hein, mais ça, évidemment, on ne le dit pas dans les médias. Hein. Moi, je connais certaines personnes qui sont des républicains qui n'aiment pas Trump, mais qui détestent encore plus Hillary Clinton et qui vont voter Trump. Hein, c'est-à-dire les mêmes personnes qui, en 2012, ont voté Hollande, sans vouloir voter Hollande, mais parce qu'ils voulaient voter contre Sarkozy. Donc il y a beaucoup de gens qui vont voter, et en effet, Hillary Clinton contre Trump, mais pas pour Hillary Clinton, tout comme inversement, eh bien, vous allez avoir une proportion d'Américains qui vont voter pour Trump, non pas pour Trump, mais contre Hillary Clinton. Et c'est ça qui dérange le problème, c'est qu'il n'y a aucun sondage et aucune statistique actuellement disponible aux États-Unis pour déterminer un petit peu quelle est la proportion de gens qui pourraient éventuellement basculer d'un camp vers l'autre. Et pas du tout pour une idéologie politique. Et on en est même réduit aujourd'hui à faire des statistiques par rapport aux États. Vous savez, je vous rappelle, hein, j'ai expliqué déjà dans une vidéo précédente comment fonctionnaient un petit peu les élections présidentielles. Hein, ça fonctionnait avec un principe de grands électeurs. Très rapidement, je résume. Le principe des grands électeurs, c'est que évidemment tous les États n'ont pas le même niveau de population. C'est-à-dire qu'on va élire en fait des grands électeurs, et les grands électeurs vont déterminer qui va gagner. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir Trump, et d'ailleurs c'est ce qui se passe. Vous avez Trump qui a à peu près 27 ou 28 États acquis à sa cause. Donc évidemment 28 États sur 50, ça fait plus la majorité. On se dit, Trump peut passer. Non, parce qu'il a en fait, sur les 28 États, il a en fait 23 ou 24 États où il n'y a que 1 ou 2 grands électeurs. C'est-à-dire 1 ou 2 grands électeurs proportionnellement à la population de l'État. Puisque vous pouvez bien vous imaginer que le Dakota du Sud, qui possède, je crois, 5 ou 6 millions d'habitants, ne peut pas avoir le même niveau de voix que la Californie ou la Floride, où là on parle en dizaines de millions d'habitants. Donc tout est un calcul proportionnel. Et par contre, là, les démocrates, on a fait basculer certains États, où même encore aujourd'hui on n'est pas sûr que ces États-là vont basculer démocrates. Les États où il y a le plus de grands électeurs vont évidemment aux démocrates, ce qui permettrait à Hillary Clinton d'atteindre, alors je crois que le quota minimum de validité, c'est 270 grands électeurs. Je crois que Hillary Clinton en est à 340 ou 360, donc elle est largement au-dessus, alors qu'actuellement Donald Trump serait à 143 ou 160 grands électeurs, donc largement en dessous. Mais ça reste des prévisions. Parce que, en réalité, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'États qui possèdent un grand nombre de grands électeurs, où on les a fait basculer démocrates, alors qu'en réalité, au primaire, on a constaté qu'il y avait, c'était un petit peu, voilà, moite-moite. Donc aujourd'hui, ce qui va déterminer évidemment l'électorat, ça va être évidemment la campagne, ce qui va être dit, ce qui va être proposé, et malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont un petit peu parfois très séduits par un discours très populiste, ce que évidemment Donald Trump est parfaitement dans cette maîtrise, jusqu'à tenir des propos, évidemment on fait un listing de propos complètement incongrus, complètement idiots, complètement stupides, mais ce sont finalement les mêmes discours que tiennent les politiques en France, c'est-à-dire que ce sont des propos clientélistes, c'est-à-dire que quelqu'un qui va se renseigner un petit peu sur la situation économique, etc., va se rendre compte que ce que dit, je vais vous donner un exemple très flagrant, par exemple Alain Juppé, dans son programme, propose une stratégie de plein emploi. Sauf que le problème, c'est comment il va le créer, le plein emploi. C'est-à-dire que le plein emploi, il ne peut fonctionner que s'il y a une croissance. Et si la croissance, elle est là, c'est qu'il y a une demande, que la demande est génératrice d'emploi. Donc comment il a l'intention de créer du plein emploi si de toute façon la croissance, et plus particulièrement la croissance mondiale, ne repart pas. Je veux dire, tous les indicateurs sont en panne. Donc je ne vois pas comment M. Juppé peut réussir à créer du plein emploi.
Ou alors on fait encore comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on arrose à coup de subventions, à coup d'emplois fictifs qu'on crée avec de l'argent public, qui va de toute façon encore plus endetter la France et endetter sur la tête des Français. Donc voilà, c'est facile, tout le monde peut le faire ça. Seulement au final, quand il va falloir payer la facture, c'est là que ça va être encore plus sévère et que ça va faire plus mal. Donc voilà, donc aux États-Unis, c'est pareil. C'est que vous avez malheureusement des Américains qui ont une culture et qui ont une méconnaissance totale de la situation économique de leur pays, et donc certainement qui partent immédiatement d'accord sur le propos de Trump, qui forcément est incohérent et totalement irréalisable. Tout comme Hillary Clinton, qui elle aussi fait exactement le même stratagème, sauf qu'évidemment elle joue un petit peu plus subtil, mais elle a exactement les mêmes discours en promettant bons et merveilles, etc. Alors que ce qui est assez paradoxal, et d'ailleurs c'est pour ça qu'Internet joue un rôle énorme aujourd'hui, c'est que quand elle tient certains discours de vouloir jouer du social et d'essayer de faire de la régulation, etc., quand on voit qui la finance, comment elle peut faire de la régulation qui va aller forcément à l'encontre des intérêts de ceux qui la financent. Vous voyez, ça paraît... ou alors, il y a un compromis, laissez-moi dire ce que je veux, mais par contre, je vous assure que derrière, ce que je dirais, je ne le ferai pas. C'est un peu d'ailleurs ce qu'a fait Hollande, pour se faire élire. On se souvient du fameux propos « Mon ennemi, c'est la finance », et que le lendemain, ou même le jour même, je crois, de ce discours, il avait envoyé, je crois, c'est Macron d'ailleurs, il me semble que c'est Macron qui avait été en Angleterre, à la City, pour rassurer les marchés britanniques, les investisseurs britanniques, en disant « Ne vous inquiétez pas, François Hollande dit ça, c'est pour le peuple français, mais François Hollande n'a aucune intention de s'attaquer à la finance. » Et le lendemain, je crois qu'il y a eu un discours un petit peu plus rassurant, etc. Enfin bon, vous voyez, c'est de toute façon, aujourd'hui les politiques sont prêts à tenir n'importe quel discours pour essayer de ce que j'appelle racler les fonds de tiroir. Parce qu'ils savent pertinemment qu'aujourd'hui, l'électorat n'est majoritairement plus présent pour des élections. Je tiens juste à rappeler une petite anecdote. Qu'aux États-Unis, en 2012, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a à peu près 365 millions d'habitants. Donc sur les 365 millions, il y a à peu près 50-55 millions d'émigrés, de gens comme moi. Donc ce qui fait qu'il y a à peu près 318 millions d'habitants américains, des citoyens américains. Que sur ces 318 millions, on estime qu'il y a à peu près 23% de gens qui ne sont pas en âge de voter. Donc ce qui fait, je crois, à peu près 60 millions, un peu plus de 60 millions, donc ce qui est réduit à peu près à 240. Allez, je vais voir large, 250 millions. Allez, 250 millions d'Américains qui sont en âge de voter. Donc c'est un électorat de 250 millions. En 2012, vous pouvez regarder sur Internet, je crois même Wikipédia l'a également référencé, il y avait 279 millions d'inscrits pour les élections. Donc entre 279 millions d'inscrits et 250 millions de personnes en âge de voter, vous comprenez bien qu'il y a un petit problème. C'est-à-dire que là, il y a quelques 50 ou 60 millions d'Américains qui ont disparu. Donc évidemment, c'est des SDF, c'est des gens sans domicile, c'est des gens qui ne se sont pas inscrits parce que tellement dégoûtés ou parce que se déplaçant beaucoup trop dans le pays pour le boulot. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Américains qui finalement vivent dans leur voiture et se déplacent souvent d'un État à un autre parce que malheureusement, pour trouver un boulot aux États-Unis, c'est surtout pour les non qualifiés, c'est très difficile. Donc voilà. Et puis, sur les 179 millions, il y avait quand même eu 43% d'abstention. Donc 43% d'abstention sur 179 millions d'individus qui votent. Et encore, je ne me souviens plus du chiffre du nombre de votes exprimés. Parce que 179 millions, c'est le nombre d'inscrits. Le nombre de gens exprimés était un petit peu moindre. Donc finalement, quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte que finalement, Obama a été réélu avec presque 1,5 Américains sur 5. C'est-à-dire que ce n'est même pas la majorité des Américains qui ont voté.
Donc je ne sais pas pour vous, mais moi j'appelle pas ça un système qui fonctionne. Et en France, c'est pareil. En France, vous pouvez regarder sur Internet, vous allez certainement trouver à peu près les mêmes chiffres, que sur le nombre de gens en âge de voter et le nombre d'inscrits, déjà il va y avoir une différence, et que sur le nombre d'inscrits et le nombre de votants, il va y avoir encore en plus une différence, et que sur le nombre de pourcentage de personnes qui ont voté pour ou contre l'un des candidats, eh bien, vous allez vous rendre compte que le président de la République a été élu avec même pas la moitié d'un suffrage en âge de voter. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des présidents qui n'ont pas la légitimité démocratique d'être en place. Et ça, c'est voilà, les subtilités des systèmes démocratiques en place aujourd'hui, parce que justement, ça leur permet d'être élus. Donc voilà, puis bon, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Rien de plus. Si ce n'est, vous souhaitez bonnes vacances. Peut-être qu'on se retrouvera au mois d'août avec une nouvelle vidéo. Continuez à suivre ce blog. Vous êtes de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, j'en arrive presque à avoir presque une centaine de vues par jour. Ce qui en l'espace de quelques mois est une progression énorme, et je vous remercie de me suivre. Je vous rappelle, vous pouvez toujours laisser un petit message, écrire des commentaires, envoyer des suggestions, soit à l'email qui s'affiche ici, en espérant que cette fois-ci je ne vais pas oublier au montage de le mettre, et puis on se retrouve très bientôt, et puis continuez à suivre l'actualité, parce que il va y avoir encore des événements très, très croustillants qui vont arriver. Je n'en dis pas plus, je vous laisse les découvrir. À très bientôt!